Il en existe plus d'une trentaine, les IST, les infections sexuellement transmises, plus connues sous le nom de MST, maladies sexuellement transmissibles, sont en augmentation en France depuis une vingtaine d'années et font partie des motifs les plus courants de consultation. Elles sont provoquées par des virus, des bactéries, des parasites et se transmettent lors de relations sexuelles. Alors certaines d'entre elles se manifestent par un écoulement jaune au niveau de la verge, du vagin ou de l'anus, ainsi que par des sensations de brûlure, de douleur au bas du ventre, comme dans le cas d'une blénorragie. Cette infection, plus connue sous le nom de chaude-pisse, est provoquée par une bactérie qu'on appelle le gonocoque, que vous voyez à l'image. Et puis d'autres infections se manifestent par l'apparition de petites verrues sur les organes génitaux ou l'anus, qu'on appelle condylome, provoquées par un papillomavirus. Les petits boutons douloureux en forme de bulle responsables de démangeaisons signent généralement un herpès génital, alors que l'apparition de chancre indique plutôt le début d'une syphilis. C'est le tréponème pâle, une bactérie, qui en est à l'origine. Le problème avec ces infections, c'est qu'elles sont assez souvent peu symptomatiques, ce qui favorise du coup la transmission de la maladie. Alors c'est effectivement le cas par exemple du VIH. Si elles ne sont pas traitées, elles peuvent entraîner de graves complications, comme des risques de stérilité, surtout chez la femme, et même des atteintes du système nerveux, du cœur, des artères et des yeux, comme en cas de syphilis. Alors sans oublier que les IST provoquent des ulcérations et des micro-lésions génitales qui peuvent favoriser la transmission d'autres virus, comme celui du sida. Quels symptômes doivent alerter? Quels sont les risques de contamination, traitement médicamenteux, chirurgie? Où en sont les prises en charge? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Marie-Laure Brival, gynécologue obstétricien à la maternité des Lilas, près de Paris. Bonjour. Bonjour. Et docteur Michel Ohaillon, infectiologue, directeur du centre de santé sexuelle, le 190 à Paris. C'est un centre associatif, c'est ça? C'est ça, c'est un centre associatif qui fait à la fois du suivi d'infection par le VIH et aussi du dépistage du traitement des maladies sexuellement transmissibles et de toutes les problématiques associées à la sexualité. On nous demande si on peut attraper une maladie avec de simples caresses. La réponse est oui. Si ce sont des caresses avec les doigts, avec pénétration, oui. Alors après, si ce sont des caresses sur le corps, peut-être moins. Mais s'il y a un contact avec le sexe, oui, ou la bouche. Le sexe oral est-il un vecteur de propagation des IST ? Alors indiscutablement oui, parce que si on prend l'exemple par exemple de la syphilis, on considère aujourd'hui qu'une syphilis sur 2 a été transmise ou acquise par un rapport urogénital. On n'a pas encore beaucoup l'habitude de dépister les infections sexuellement transmissibles qui peuvent siéger au niveau du pharynx, au niveau de la gorge, et pourtant, quand on va chercher ces infections, on va les trouver quand même assez facilement. Elles ne donnent pas de symptômes. Michel demande si le préservatif est l'unique moyen de se protéger. Oui. C'est de se protéger lors du rapport sexuel. Ça doit être répété, dit et répété. Et il y a d'autres moyens de se protéger, ce sont des moyens préventifs. Comme la vaccination pour l'hépatite B, par exemple, pour le papillomavirus. Et ça, c'est un problème parce qu'elle est très peu utilisée en France. On rappelle quand même la PrEP. La PrEP, c'est un traitement antiviral qui permet de se protéger d'une infection par le VIH. Donc, c'est pas un vaccin contre le sida, mais ça agit finalement comme tel, avec une efficacité qui est quand même redoutable. Chez les personnes qui sont à risque. À risque, qui sont exposées. Je voulais juste rajouter quand même pour la prévention par préservatif des IST, c'est le seul mode de prévention lors du rapport sexuel qui existe. Il y a effectivement les vaccins. Je voulais aussi rappeler que pour les hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes, le vaccin est pris en charge jusqu'à l'âge de 27 ans, ce que très peu de gens savent encore aujourd'hui. Et le préservatif ne va pas suffire. Quand on est très exposé, qu'on a beaucoup de partenaires, le dépistage régulier des IST est une démarche supplémentaire qui est aussi extrêmement efficace. Alors quand on parle de préservatif, comme dans le cas de la question de Michel, on pense souvent au préservatif masculin. On a une autre question spécifiquement sur le préservatif féminin. Est-ce que lui aussi protège-t-il des IST ? Enfin, il y a moins d'études sur le préservatif féminin parce qu'il est très peu utilisé. C'est vrai que c'est son gros handicap. On pourrait s'attendre, mais c'est pas le même matériel. Moi, j'ai pas de chiffres. Peut-être que Michel en a, mais il a été conçu pour ça, de toute façon. Donc, les matières ont exactement les mêmes capacités de protection que pour le préservatif masculin. Ce sont les mêmes. Il a été développé vraiment dans cette optique. Et ça n'a toujours pas pris. Non, voilà, mais il vaut mieux l'utiliser, bien sûr, surtout s'il n'y a pas de préservatif masculin, ça c'est sûr. Que faire en cas d'accident de préservatif? Allez-y. Alors, en cas d'accident de préservatif, il faut en tout cas déjà faire une évaluation de la situation par rapport notamment au risque VIH, puisqu'il y a toujours une possibilité d'avoir un traitement post-exposition, c'est-à-dire un traitement qui doit être démarré
le plus rapidement possible après un risque potentiel, jusqu'à 48 heures maximum, mais souvent on se dit qu'on a 48 heures, non, on doit y aller tout de suite et jusqu'à 48 heures, si on n'a pas pu faire autrement, ça garde un intérêt. Au-delà, Quand vous dites y aller, on va aux urgences de l'hôpital? Alors, il y a 2 endroits qui sont habilités à les faire, c'est les centres de dépistage gratuits et les urgences de l'hôpital, mais c'est vrai que les urgences de l'hôpital, on sait que le dimanche à 4h du matin, ce sera quand même ouvert, on n'a pas à réfléchir, à chercher. Donc c'est un peu le lieu de choix pour ça. D'accord. Quels sont les symptômes de la syphilis? Les symptômes, on va se compléter probablement. La syphilis primaire, il y a très peu de symptômes. C'est ça, il y a ce chancre, mais il est souvent indolore et il passe souvent inaperçu. On a une vague excoriation et on ne l'attribue pas forcément à une maladie aussi grave que la syphilis. Effectivement, dans la syphilis secondaire et tertiaire, on a des manifestations diverses, hein, notamment des éruptions cutanées, la roséole, on a des plaques roses sur le corps. Et puis la syphilis tertiaire, il y a des atteintes beaucoup plus graves neurologiques et finalement aboutissent malheureusement parfois à la mort. On a quand même l'impression que la syphilis, c'est une maladie d'une autre époque. Il y en a beaucoup encore. Il y en a de plus en plus depuis en fait les années 2000. Elle avait disparu, elle est réapparue à peu près vers 2000, et ça c'est un phénomène qu'on a observé à peu près dans tout le monde occidental. Maintenant, c'est vrai que les formes sont des formes précoces, les gens n'ont pas tout à fait le temps de développer des formes très très graves avec complications cardiaques ou neurologiques. Le vrai problème de la syphilis, c'est un problème de diagnostic, parce que il y a ces formes avec les chancres qu'on voit 1 fois sur 4, mais qui ne ressemblent pas forcément à un chancre. La syphilis secondaire était surnommée par les anciens la grande simulatrice, parce que ça peut ressembler à un psoriasis, à toutes sortes de choses. Et en plus, en cas de syphilis récente, quand on vient de l'attraper, quand on a un chancre, le test, il est encore négatif, parce qu'il va devenir positif plus tard. Donc il y a plein d'occasions où on va pouvoir se tromper. On imagine qu'il y a des médecins qui n'en ont jamais vu en plus, dans leur carrière. Une bonne partie des médecins n'en ont jamais vu de leur vie, et c'est vrai qu'on est bon dans la syphilis quand on en a vu beaucoup. D'accord. On nous demandait si on pouvait se contaminer lors d'une consultation gynécologique, docteur Brival, s'il vous plaît. En allant dans les toilettes ou en touchant la poignée de porte, la réponse est non, très clairement non. Sauf avec je parle bien de l'hygiène normale d'un cabinet de consultation et des toilettes de consultation, bien sûr. D'accord, mais aujourd'hui, effectivement, c'est utilisé parfaitement stérile et présente au charisme, parce qu'on pense effectivement... Bien sûr, la plupart du temps, la plupart des gynécos ont du matériel jetable, et le matériel qui n'est pas jetable, il est stérilisé. Ce sont des obligations réglementaires. Donc je crois qu'il faut très clairement rassurer les gens et d'aller dans les toilettes d'un médecin, d'un cabinet de consultation, ne comporte aucun risque. On peut peut-être revenir sur le sida, où le CRIPS, le Centre régional d'information et de prévention donc, du sida et pour la santé des jeunes, organise régulièrement des interventions au milieu scolaire. L'objectif, il est simple, inciter les jeunes à une sexualité responsable. Vous voyez ce reportage, Nikita Matras, Mathieu Vibo et Philippe Chalunoni. Ils ont entre 18 et 22 ans. Tous sont élèves à l'école de la Deuxième Chance, un établissement qui leur permettra d'intégrer le monde professionnel après être sortis du système scolaire. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Bien, en forme? Oui. Un peu stressé quand même. La vie affective et sexuelle, qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Comment se protéger des maladies? Se protéger des maladies? Dans le cadre de leur formation, ces élèves bénéficient d'ateliers sur le thème de la sexualité. On dit que le préservatif, c'est un truc vraiment fiable, mais des fois, ça arrive que ça craque, vous voyez? Ouais. C'est pour ça qu'il y a souvent un emballage en carton. C'est pas pour rien. Si c'est dans mon sac ou dans ma poche, dans mon porte-monnaie, les garçons, des fois, ils mettent là, comme ça. Bah, du coup, je suis en train de l'abîmer, là. Et c'est plus aussi résistant que... Et du coup, si je l'abîme, c'est comme ça que ça peut craquer après. C'est des jeunes qui ont des parcours de vie peut-être plus difficiles que d'autres personnes du même âge qu'eux, qui sont peut-être plus éloignés aussi des structures de santé et d'accès aux soins. Peut-être que dans ce sens-là, ils sont plus sensibles que des personnes qui sont plus insérées socialement. Je vous ai donné cette brochure-là. L'accent est mis sur la prévention des infections sexuellement transmissibles. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, par exemple, les mots chlamydier, gonocoque, etc. Vous en avez jamais entendu parler? Certains symptômes qu'il peut y avoir, c'est
si ça gratte, si ça pique et si ça brûle sur les parties génitales quand on a un rapport sexuel ou quand on va aux toilettes, peut-être que ça peut être un signe d'une infection sexuellement transmissible. Les IST, un sujet encore tabou chez les jeunes. On va parler de sexe entre amis ou avec nos parents ou des choses comme ça, mais les infections ou les choses comme ça, on n'en parlera pas. Enfin, vu qu'on n'en parle pas beaucoup, les gens ils prêtent pas trop attention, mais quand on en parle, ils commencent plus à se poser beaucoup de questions par rapport à ça. Après 2h30 d'atelier, les élèves semblent déterminés à adopter de nouveaux comportements. Je pense qu'on pense tous au dépistage déjà pour commencer. On a tous envie d'y aller. J'essaierai de me renseigner un peu plus sur la personne avec qui je suis, pour savoir s'il y a des choses qui ne vont pas ou qu'elle n'a pas fait. Encourager les jeunes à se faire dépister, c'est l'une des missions phares du CRIPS. Il faut dire que depuis quelques années, les infections sexuellement transmissibles sont en nette augmentation chez les 15-25 ans. Alors justement, on nous demande comment se passe le dépistage de ces IST, prise de sang ou analyse d'urine, nous demande-t-on. Alors, prise de sang, bien sûr, pour toutes les maladies qui donnent des réactions sérologiques, et ça va être le cas pour l'hépatite B, ça va être le cas pour le VIH, bien sûr, pour la syphilis. Et on va faire des prélèvements locaux, et pas seulement d'ailleurs sur les urines, ça peut être, par exemple, au niveau du col utérin, ça peut être aussi dans la gorge, ça peut être anal, puisque en fait, toutes ces maladies bactériennes qu'on va dépister par des prélèvements locaux, ils ne voyagent pas à l'intérieur du corps. Si on peut l'avoir à un endroit et pas à un autre. Donc on est obligé de faire un petit peu le panel des zones qui servent à faire du sexe, en fonction de la vie sexuelle des personnes. Vous parlez de prise de sang à partir de combien de temps après le rapport Alors ça, je pense que c'est un vieux débat. On dit toujours que les tests mettent jusqu'à un certain temps avant de se positiver. On dit qu'un test VIH met jusqu'à 6 semaines à se positiver, sauf qu'un test VIH il va se positiver au bout de 15 jours dans l'immense majorité des cas, et que c'est rare que les gens, finalement, qui contractent une maladie comme ça, les contractent au moment où ils le pensent. Je pense que quand on est en situation de réfléchir il serait peut-être temps que je fasse un test, c'est peut-être pas la peine de compter les semaines, c'est un moyen de reporter et parfois d'oublier, et c'est une des raisons du retard au dépistage de beaucoup de gens. On le fait, et après on voit avec le professionnel qu'on va rencontrer si ça vaut la peine de faire une vérification un peu plus tard. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la qualité des tests qu'on a, qui est absolument fascinante, ça n'a plus beaucoup d'intérêt de repousser des tests de dépistage. Oui, vas-y. Oui, si je peux rajouter quelque chose, c'était important de préciser qu'il s'agissait de ces prises de sang, enfin ces tests sérologiques sanguins pour le VIH et l'hépatite B, mais il y a beaucoup de traces sérologiques d'autres infections sexuellement transmises qui inquiètent beaucoup les femmes et les hommes quand ils voient un test sérologique positif. Il faut répéter que ça ne veut pas dire grand-chose et que c'est vraiment le prélèvement local qui est important. Ça n'a de sens que pour le VIH et le VHB. L'hépatite B et les autres sérologies positives ne signifie pas qu'il y a une infection en cours. C'est une trace sérologique. Clarisse demande à partir de quand peut-on ne plus utiliser le préservatif avec son conjoint ? Classiquement, ce qui est dit, c'est une fois que chacun a fait son test, répété à 3 mois, certains préconisent cela, il est négatif. Après, reste toute la question de l'incertitude de la... des rapports... L'infidélité, ça. Exactement. Et donc, à tout moment, le rapport peut être contaminant s'il y a eu d'autres rapports hors du couple. Maintenant, c'est l'affaire de couple, ça. Quels sont les IST qui peuvent rendre stérile ? Chlamydier, je crois qu'on peut, c'est vraiment l'IST qu'on retient sur cette question, mais toutes les autres IST susceptibles d'entraîner une infection des trompes avec constitution de pus, la cicatrice qui va en résulter risque de boucher les trompes et peut être une cause d'infertilité. Mais même quand l'infection est au niveau des trompes, elle peut être totalement silencieuse ? Plus rarement, mais ça peut arriver. J'en ai vu, c'est beaucoup plus rare, mais ça peut arriver où l'infection est découverte de façon, surtout quand elle est bien circonscrite, inquistée. C'est exceptionnel, mais ça arrive. Question de Romain, les condylomes sont-ils toujours dus au HPV, donc papillomavirus ? Oui. Oui. Ouais. Est-ce que les IST se transmettent par voie anale ? Oui, bien sûr. Je pense que les gens pensent souvent aux hommes avec des hommes, mais se disent qu'un homme avec une femme, c'est moins à risque. Non, en fait, tout simplement, les IST se transmettent quand elles ont l'occasion de se transmettre. C'est aussi simple que ça, et les différents orifices vont servir de relais pour aller d'une personne à l'autre. Les IST sont voyageuses par
par nature. On a toujours tendance à confondre sexualité et reproduction. Alors, c'est pas parce qu'un rapport anal n'est pas un rapport fertile que, par contre, les IST ne se transmettent pas. On nous demande les dangers du chemsex. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est? Alors, le chemsex, c'est une pratique qui est en développement et qui consiste à utiliser des drogues qui sont des drogues de synthèse qui sont apparues assez récemment sur le marché, qui ont pas mal d'effets. C'est des drogues qui sont proches des amphétamines, qui prolongent donc l'endurance. Les gens ne dorment pas, les gens ne mangent pas, donc forcément ils peuvent faire beaucoup de choses. C'est extrêmement désinhibant et ça rend l'autre beaucoup plus attractif. Donc ça s'est pas mal développé dans le milieu gay, essentiellement actuellement aujourd'hui en France. C'est beaucoup développé auparavant en Angleterre et c'est en train de faire des gros ravages parce que ce sont des produits qui s'achètent par Internet très facilement. Qui sont interdits, mais je pense que aujourd'hui, les douanes ont autre chose à faire que de s'occuper du chemsex. C'est pas cher, on peut en avoir, et c'est vécu comme étant des drogues récréatives, c'est-à-dire des drogues sans enjeu. En fait, elles sont extraordinairement addictogènes. Et il y a un risque cardiaque? Ça, il y en avait déjà avec beaucoup d'autres drogues, déjà avec la cocaïne. D'accord. Mais il y a des risques suicidaires, déjà pendant les descentes, comme toutes les drogues stimulantes. Il y a des morts. Notamment avec le GHB, là qui est connu depuis plus longtemps et qui donne des comas qui peuvent parfois aboutir au décès. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que, évidemment, personne ne va prendre qu'une seule drogue dans ces cas-là. Il va y avoir un mélange de pas mal de produits, parfois antagonistes, qui peuvent donner des conséquences un petit peu explosives et inattendues. Question de Pierre, une brûlure au bout de l'urètre est-elle symptomatique d'une MST, donc MST ou IST, maladie ou infection sexuellement transmissible? Oui, si on a une irritation au niveau du sexe en urinant, il faut contrôler. Là, un prélèvement justifie. Si ça s'arrête, il n'y a pas un écoulement purulent, mais même sur l'écoulement purulent, ça ne va pas pousser à faire un test. Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont, les plus privilégiés qui ont des gynécologues. Les hommes, ils hésitent plus à aller voir leur médecin traitant pour quelque chose comme ça. Ils font quoi? Parce que c'est vrai que c'est difficile souvent pour des hommes qui ont un médecin traitant depuis très longtemps d'aller leur parler de ça. Ils ont du mal. Ils traversent la ville, en général. D'accord. Souvent, ils traversent la ville. Et puis après, et là, il y a une vraie inégalité de territoire, effectivement. C'est quand, dans les grandes villes, il y aura toujours un Cégide, un centre spécialisé. Dans les zones plus éloignées, ce ne sera pas le cas. Il faut se rappeler que il n'y a pas que l'organe, il y a la fonction. Le spécialiste des IST, c'est le dermatologue. Ce que finalement, les gens finissent par oublier. Et on peut demander un avis dermatologique. Maintenant, tous les médecins vont être en capacité de faire ce qu'il y a à faire. C'est plus une question relationnelle. C'est ça. Question d'Yvonne, qu'est-ce qu'une salpingite? Quelle en est la cause et ses conséquences? La salpingite, c'est cette infection haute dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'infection va commencer au niveau des voies génitales basses, a priori le vagin, la vulve, monter au niveau de l'utérus, donner une endométrite, et ensuite atteindre les trompes, puisque c'est un système de tuyauterie, l'appareil génital d'une femme, et tout communique de l'extérieur jusqu'à la cavité abdominale. Donc au-delà même de la salpingite, on peut avoir ce qu'on appelle une pelvipéritonite. Donc c'est à partir d'une infection transmise par voie sexuelle. Mais d'un point de vue purement définition, salpingite, c'est inflammation de la trompe, c'est ça pour répondre à la question à Yvonne. L'endométrite, c'est l'utérus, le corps utérin. Voilà, et puis la salpingite, ce sont les trompes qui sont atteintes. Et c'est ça qui va causer la question de l'infertilité à la cicatrisation, parce que ces maladies se traitent finalement très bien. Hormis le VIH qui se traite aussi très bien mais qui ne guérit pas, là on guérit très vite d'une infection quand elle est dépistée, quand on la traite suffisamment tôt. J'ai une récidive d'un condylome qui avait été brûlé par le dermatologue. Comment puis-je m'en débarrasser définitivement? Ça, c'est tout le problème du papillomavirus, c'est la récidive, que ce soit sous forme de condylome ou que ce soit sur le col, ce fameux condylome plan qu'on ne voit pas à l'œil nu mais qu'on ne dépiste que par le frottis. Et la grosse problématique, c'est qu'il y a ces multicides, il y a des gîtes cachés, ça va récidiver. Tant sur le plan du col utérin que sur les... Donc comment s'en débarrasser? Je n'ai pas de solution. Et c'est vrai que ça va dépendre des défenses immunitaires, mais effectivement, il faut continuer à les brûler et puis on finit par s'en débarrasser. Mais la récidive est fréquente. Mais ça permet de rappeler que pour celles et ceux qui sont jeunes, il y a un vaccin qui est sous-employé en France, mais d'une façon effarante. Et très efficace. Et très efficace. Merci beaucoup.
à tous les deux d'être venus. Demain, dans Le Docteur, on verra si on a le droit d'être gourmand quand on est diabétique. Je vous dis tout de suite oui, hein, vous aurez plein de conseils, bien évidemment. On voit ça demain. Bon après-midi, au revoir. Au revoir.